Donc c'est une conférence qui est faite dans le cadre d'une coproduction entre la Maison européenne de l'architecture et l'école d'architecture. Et l'idée, c'est que les étudiants soient acteurs de cette conférence avec le conférencier ou la conférencière. Donc nous sortons là depuis 14 heures, nous avons travaillé avec les étudiants de master de Rural Studio, dirigés par Emmanuel Rombach, puisqu'il y a toujours dans cette histoire-là un enseignant ou une enseignante complice qui permet effectivement aux étudiants de pouvoir préparer en amont la conférence. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on improvise chaque fois. C'est la 4e fois. La première fois, c'était Jacques Rougerie. La 2e fois, c'était Siriani. La 3e fois, Véronique Descharrières. Et là, on est en nouvelle improvisation. On vient de discuter pendant 3-4 heures. Et Christina va continuer, mais en vous présentant tout de suite le travail de l'agence Burla Vega. Je ne vais pas présenter tout ton curriculum vitae. Je crois que ça a été fait sur le net. Mais c'est vrai, tu as étudié en Espagne et tu es installée en France en agence à Paray-le-Monial depuis 10 ans ou 11 ans, je crois. Voilà, donc elle va nous présenter son travail. La question qu'on posait, c'est comment être architecte en territoire rural. Donc, préparez vos questions parce que l'idée, c'est quand même elle nous présente le travail de l'agence. Christina va le faire. Et après, que vous puissiez vraiment dialoguer avec elle, les étudiants et bien sûr le public qui est là. Donc, on ne va pas attendre pour ne pas perdre de temps. Et je te laisse la parole, Christina. Merci beaucoup, Daniel. Et on s'écoute comme ça. Merci à la ENSAS et à la Maison européenne pour m'avoir invité à faire cette conférence, me donner cette opportunité. Merci spécialement à Daniel pour cette présentation et pour m'avoir invité personnellement à venir. À Emmanuel pour m'avoir si bien accueilli avec ses étudiantes. C'était très agréable, même si c'était intense ces 4 heures précédentes, mais c'était très agréable. Merci à vous tous pour venir et merci à les étudiantes qui, après 4 heures, ils sont assis en face de moi. C'est déjà très courageux de votre part et je vous remercie. Comme Daniel il a déjà dit, moi je suis architecte, j'exerce en Bourgogne. J'ai mon agence depuis 9 ans avec mon associé qui se trouve au milieu du public. Et on pratique en grande partie dans les milieux ruraux. Et j'espère faire cette conférence pendant 1 heure et après vous laisser 30 minutes pour poser toutes les questions qu'il peut continuer dans le travail qu'on a fait préalablement dans l'atelier avec Emmanuel, où il peut être définitivement nouvelle. Donc, je veux commencer à vous présenter un peu qui on en est et ce qu'on fait. L'agence dans laquelle j'exerce s'appelle Burla Vega. Comme vous avez dans la photo, il est composé de 2 personnes. Monsieur Burla, mon associé, et moi-même, Cristina Vega Iglesias, espagnole. Stéphane, mon associé, il est bourguignon, il est français. Moi, je suis espagnole, en particulier des îles Canaries, ça veut dire pas du tout avec une culture péninsulaire de l'Espagne. Et j'ai fait mes études à cheval entre l'Allemagne, l'Espagne et le Mexique. Du coup, j'ai eu l'énorme chance d'avoir une formation dans laquelle je peux me positionner tout le temps avec beaucoup de recul parce que pendant mes études, j'ai pu me confronter à pas être dans ma zone de confort et voir les choses différentes. Notre agence, il est basé à Paray-le-Monial, un village de 10 000 habitants, une ville médiévale. Et nous, on avait décidé d'entamer cette aventure parce que quand nous, on avait fini nos études, on s'avait posé beaucoup de questions et on s'avait dit qu'on ne voulait pas faire le chemin traditionnel, que c'est finir ses études et travailler dans l'agence d'un tiers. On voulait découvrir qu'est-ce que ça voulait dire être architecte. Et quitte à expérimenter et quitte à se lancer dans la découverte de ce que ça veut dire faire un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, mais je le dis, c'est un très beau métier,
on avait décidé de se lancer à ouvrir notre propre agence dans un territoire rural. C'était pas du tout une décision confortable parce que c'était une autre culture, c'est une autre façon d'habiter, c'est une autre façon de construire, tout changeait. Et là-bas, tout de suite, on s'est confronté au fait de se dire qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut défendre dans notre architecture. Et nous, on avait décidé qu'on voulait faire l'architecture la plus simple possible, l'architecture des sens communs. On voulait quand même appliquer quelque chose que je trouve qui manque beaucoup au monde, que c'est tout simplement d'être logique. Qu'est-ce que ça veut dire être logique? Être sensible, essayer de parler avec les gens, essayer de s'intégrer dans un entourage, essayer d'utiliser la sagesse et le savoir-faire de nos aînés, essayer de faire des choses qui ont une projection future, essayer de faire des choses pour aider à la société. Parce que notre plus beau métier, il a aussi une énorme responsabilité, c'est que toutes les décisions d'un architecte et tous les projets d'un architecte, ils causent des impacts qui vont au-delà du propre projet. Ils causent des impacts qui peuvent générer des effets de boule de neige dans l'économie, dans les relations sociales, dans l'environnement, pardon, si je ne le dis pas bien, dans les paysages, dans des autres personnes. Et nous, on est tout le temps très conscients que chaque décision qu'on va établir ou chaque décision qu'on va prendre, c'est des décisions qui vont perdurer dans le temps. Du coup, il faut très bien réfléchir les types de solutions ou de décisions qu'on va faire. Nous, on a tout le temps décidé de faire une architecture consciente, une architecture qui est formellement on définit comme sobre ou essentielle, mais qui cache un énorme travail sur les détails et sur la technicité. Ce que personnellement, on pense que les architectes, ce sont des visions personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire l'architecture? L'architecture, ça veut dire art et technique. La partie artistique de l'architecture, c'est ce qui ça fait que peut-être on peut avoir un problème, on peut avoir 50 architectes, on peut avoir 50 réponses et les 50, ils peuvent être bonnes. Et que les 50 réponses qu'on va avoir, ils vont toucher la sensibilité d'un groupe de personnes ou la sensibilité d'un autre groupe de personnes. Mais pour être pas un métier artistique, sinon un métier technique, il faut aussi avoir un maître de ce qu'on va faire. Il faut essayer de faire un cadre qui aide dans le développement de la vie. Et il faut aussi essayer d'être consciente de la dimension de l'humain qu'il va habiter et la dimension de la planète et de la nature qui nous entoure. Personnellement, je trouve que l'architecture, c'est la meilleure profession qu'il existe pour servir depuis l'amour. Je pense que c'est un peu énorme qu'il vienne un fille à faire une conférence et qu'il vous parle de l'amour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de types d'amour dans la vie. On en a l'amour romantique, l'amour à notre famille, l'amour à la société, et on peut avoir de l'amour pour l'architecture. Et servir depuis l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire être utile et donner le mieux de soi-même. Je pense que parfois, on peut avoir une bonne journée parce que quelqu'un il a eu un geste amable avec nous. L'architecture, il faut qu'il soit aimable. L'architecture, il faut qu'il soit proche. Et il faut qu'on se sente confortable. Cette photo, il est prise dans un de notre projets quand il était en train de se construire. Et c'est moi en train de préparer mon compte rendu hebdomadaire avec toutes les entreprises. Tenir le discours que je vous dis de servir depuis l'amour ne veut pas dire laisser tout à l'improvise. Chaque réunion de chantier, il s'arrivait 1 heure en amont. Et 1 heure en amont, je préparais chaque dossier et tous les points à faire avec ces entreprises. L'amour, c'est aussi de la rigueur. L'amour, c'est aussi être professionnel. C'est arriver à faire le mieux qu'on peut à chaque circonstance. Comment nous, on travaille? Nous, on travaille dans des petites communautés et on écoute énormément. On écoute et on épaule. Normalement, la chose qu'on fait, c'est on arrive,
on rencontre les maires, on rencontre, comme c'est possible, les adjoints, et même s'il n'est pas nécessaire, nous, on va à la rencontre des citoyens. On essaie tout le temps de compiler le maximum d'informations humaines qu'on peut. On observe les habitudes de vie qui ont lieu dans un village, on observe la nature, on essaie de s'imbiber de toutes les choses rationnelles et inconscientes qui peuvent former un lieu. Et quand on arrive à cette étape, on établit tout le temps un dialogue avec notre cliente. Parce que pour faire un bon projet, il faut arrêter de penser qu'il faut qu'il y ait un bon architecte. Il faut un bon architecte, il faut une bonne équipe et il faut un bon client. Et aussi, il faut de bonnes conditions. Nous, on peut absorber certains aléas, mais on ne peut pas tout absorber. Et il faut s'appuyer énormément sur notre cliente et sur notre équipe. Nous, on travaille énormément avec l'échange actif. La preuve, je pense qu'on ne l'a pas si mal fait. La plupart de nos clients, quand ils ont à nouveau un projet à faire, ils nous rappellent. Je pense que ça marche de soi pour dire que peut-être établir un dialogue et pas travailler dans l'imposition, c'est peut-être une bonne façon de travailler. Cette slide, c'est tout simplement pour vous situer où on en est. C'est la région de Bourgogne. La capitale ou la ville principale en Bourgogne, c'est Dijon, à laquelle on se trouve en 2 heures de voiture. Et nous, on se situe dans ce village qui s'appelle Paray-le-Monial, qui est dans les limites avec la région de Rhône-Alpes. C'est un ville, comme j'avais dit, entre 11 000 et 12 000 habitants. Il n'arrive pas à 12 000 habitants. C'est une ville médiévale et ses principaux acteurs d'économie, c'est le tourisme religieux et c'est aussi le secteur primaire. C'est une zone des éleveurs. On n'est pas dans la zone la plus riche de Bourgogne, parce que la zone riche de Bourgogne, c'est la zone qui va vers Beaune et Dijon. C'est laquelle il est plus misé sur les vins, sur les crus, sur les grands crus. Nous, on est dans la partie qui est liée à l'élevage des bovins et la viande charolaise. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je suis ici aujourd'hui parce qu'après 9 ans d'exercer notre métier, après 9 ans d'exister même pas sans faire un site web ou un compte Instagram, à nuit où le travail il était lourd, et je pense que c'était l'hiver et on était jusqu'à tard, mon associé de la table d'en face, il m'a dit, il a un prix qui s'appelle prix des femmes architectes, il faudra quand même que tu te présentes. Et je me souviens que ce soir, je l'avais dit, ah bon, tu veux que je me présente à ça? Tu vois, moi je suis d'Espagne, je n'ai aucune connaissance en France. Ce prix, il se donne en Paris, on en est à Paray-le-Monial, qu'est-ce qu'on en a à faire là-bas? Et comme parfois on n'arrive pas tout seul, mais on arrive qu'avec les personnes qui nous entourent, la personne d'en face, il m'a dit, tu sais quoi? Je vais faire tous les plans, je vais faire toutes les photos de projet, et après, l'unique chose que tu dois faire, c'est écrire un texte. Je m'occupe de tout, écris un texte et je présente ta candidature. Et j'ai dit, ok, si je ne perds pas beaucoup de temps, si c'est qu'un texte à écrire, je l'écrirai et tout le lance. On a fait ça. Un jour, il m'appelle par téléphone. J'ai gagné le prix des femmes architectes. Moi, quand quelqu'un m'appelle au téléphone et me dit ça, j'ai dit, mais c'est la radio, c'est vrai, c'est bien mon nom. Et jusqu'au moment que la dame m'a dit mon nom complet et le nom de l'agence, je n'avais pas cru. Ce que je me disais, c'est quand même super improbable. C'est quoi la probabilité de gagner un truc comme ça sans connaître personne et en faisant de la façon que nous on fait? A priori, ce groupe de femmes qui ont analysé la candidature, ils ont trouvé que notre discours, notre façon d'exercer et la qualité de ce qu'on pouvait donner avec les moyens qu'on avait à disposition, ils méritaient quand même de reconnaissance. Et cette journée-là, ils m'ont donné le prix. Daniel, il était dans le public. Gentiment, il a dû se sentir touché par cette histoire. Et aujourd'hui, je me trouve en face de vous.
Et donc, j'ai décidé que pour la conférence, ce que je ferai, c'est vous présenter les 5 projets qu'on avait présentés au prix. J'essayerai de l'exprimer de la meilleure façon possible, peut-être un tout petit peu succinctement. Et après, j'espère qu'à la fin de cette conférence, on aura des inquiétudes ou un thème d'échange, comme il était présenté par Daniel. Le premier projet que je vous présente, c'était une rénovation d'une maison de ville. C'était une rénovation d'une maison mitoyenne qui se situait à Diwan. Diwan, c'est un village qui a 7000 habitants. C'était le premier achat d'un jeune célibataire. Et quand il m'a dit, quand il a franchi la porte, je viens d'acheter ma future garçonnière. Du coup, il va falloir que tu me fasses quelque chose de bon. Par contre, je n'ai pas d'argent. Donc, je me dis, waouh, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, dans les photos, vous avez l'état des lieux de ce que lui, il avait acheté. Et donc, on a visité. Il m'a dit que son budget, il était de 35 000 euros pour ces 70 mètres carrés et que je devais faire le maximum que je pouvais. Du coup, quand nous, on a analysé les lieux, on s'est rendu compte que c'était un espace qui était très étroit. Ici, vous avez le plan du projet. Vous voyez que c'était un espace très, très étroit et qu'il manquait des apports lumineux et un sentiment d'organisation et de qualité. Du coup, au rez-de-chaussée, la chose qu'on avait fait, c'était tout simplement faire des mobiliers sur mesure que j'allais à produire avec les menuisiers, certains fixes, certains mobiles. Et avec les propres mobiliers, on essayait de définir les zones d'usage et de permettre une modularité de l'espace parce que son souci, c'est que l'unique chose qui l'intéressait, c'était vivre bien, vivre dans un espace de qualité et vivre dans un espace où il pouvait recevoir beaucoup de monde. Du coup, il fallait prévoir que la table à manger, les espaces, ils pouvaient s'agrandir ou se répétition en fonction de l'effectif qu'il allait accueillir. Et donc, notre réponse était, OK, on peut arriver à faire. Ça, c'est le même espace. L'unique chose qu'on a fait, c'est quand on parlait de trouver la bonne échelle, voyant qu'on était dans les villages où on était, on n'avait pas la possibilité, parce que ça coûtait trop cher, de faire des autres percements. Et on avait décidé de prendre la décision de changer la porte pleine pour une porte avec complètement vitrée, avec un film, et faire un rideau à l'extérieur. Comme ça, on gagnait 2 apports lumineux dans l'espace. On avait décidé, quand on faisait les parquets, de jouer sur l'essence des lames du parquet pour jouer sur la perception optique de l'espace et l'agrandir. Et faire tous les mobiliers en 2 volets en OSB parce que c'était le moins cher. Mais par contre, on l'avait laqué en blanc pour que la lumière il vient d'un côté de l'autre à rebondir comme un espèce miroir et qu'on trouve que l'espace il s'est élancé pour essayer de trouver la bonne proportion spatiale. On a fait un énorme travail sur les détails, soi-disant de luxe, mais par contre, on n'avait pas un rond. Donc, c'était un faux luxe. Mais par contre, l'espace, il a fini pour avoir un rendu très qualitatif et très soigné. Dans les espaces où on ne pouvait pas se permettre de faire grand-chose, on a joué tout simplement avec une composition sur la peinture et les choix de mobilier Ikea, parce que ce n'est pas une autre chose. Et la chose qu'on a fait, c'est que chaque élément il soit soigné jusqu'à le minimum de détail. Ce deuxième projet que je vous présente, complètement différente, c'était une famille qui avait acheté une ferme dans un entourage naturel. Du coup, son problème, ces circonstances, c'était cette maison et cette ferme, il s'est trouvé à la fin d'un chemin secondaire qui n'amène au bois. C'était une ancienne ferme qui s'était achetée par une famille. Il n'était pas
utilisé comme un ferme en exploitation, c'était utilisé plus comme un lieu de vacances. Et quand on arrivait, on trouvait un espace qui c'était un amalgame sans sens des volumes obscurs et aucune connexion avec la nature, la lumière naturelle ou autre. Ce qu'on a décidé de faire, c'était organiser les flux, organiser les espaces pour avoir une hiérarchie des espaces qui servaient à la vie et qui permettaient d'utiliser cette maison d'une façon fluide et agréable. On avait profité des 80% des percements qui existaient dans cette maison. On avait étudié de nouveaux percements et on les a organisés en fonction des axes visuels et des connexions avec la nature qu'on voulait faire. Tout cela après avoir retiré toute la glycine qu'on avait en façade et réhabilité l'existante. Cette maison, il était vendue comme une maison en pissé. C'était faux que c'était une maison en pissé. On avait certaines parties en pissé, certaines parties qui étaient au mur d'agglo. Du coup, notre travail, il était sur la récupération du pissé qu'on pouvait et sur la connexion avec la nature. On a réemployé des matériaux qui existaient parce qu'avant qu'il était à la mode, les mots réemploi, ça se faisait. Quand les gens ils avaient quelque chose qui était de qualité, ils le retiraient, ils le remettaient. Mais nous, on a fait de même. Ça s'est fait toute la vie dans l'architecture. Et on s'est servi de la pierre, on s'est servi des matériaux nobles et on a essayé de rendre des espaces agréables, fluides, connectés et illuminés. Pour moi, quand on projette dans l'espace domestique, moi, je suis quelqu'un qui est de nature très minimaliste, c'est les sortes d'architecture qui m'attirent. Mais je considère qu'il faut arriver à un certain équilibre parce que quand on est surtout dans la dimension de l'espace qu'on va vivre, parfois on voit des images dans lesquelles ça nous plaît à notre âme d'architecte, mais je me dis, mais quelle torture vivre dedans. En fait, tu as quelque chose de désordonné, tu dois que voir ça. Du coup, pour moi, cette maison, il était l'exercice à trouver le bon équilibre ou la bonne harmonie entre un espace qui pouvait sembler simple, pur, organisé, mais qui en même temps, il pouvait se laisser désorganiser par les personnes qui l'habitaient dedans, sans que ça ait été dérangeant. C'était arrivé pas au concept de la maison d'habitation, sinon arrivé à donner déjà la dimension des foyers. Les détails, comme vous voyez, et tout le mobilier, il était fait sur mesure, à nouveau. Ici, vous avez la rénovation qu'on a fait d'un bâtiment existant. C'était une ancienne école. Ça se situait dans le village de Collonges au Charolais, avec une population de 150 habitants. Donc, un tout petit village. Quand on parlait avant dans l'atelier d'intervenir sur des petites communes plus petites que celle-là, je ne suis jamais intervenue, 150. Et le patrimoine de ce village, c'était la mairie et l'école communale. Ça, c'était l'état des lieux de l'école communale quand on avait arrivé. On se rend compte qu'intervenir sur un village de 150 habitants où l'unique patrimoine architectural qu'il existe, c'est la mairie et celle-là, c'est assez délicat. Parce qu'on parlait de la relation de l'architecture avec la ruralité, mais aussi avec nous-mêmes. L'école des villages, c'était les lieux dans lesquels la plupart des habitants de cette population, ils avaient étudié. Et après, à un moment, il a disparu, il était désaffecté, il s'est pourri dans le temps et il a changé d'affectation. Et notre commande, c'était de prendre cet espace et l'aménager en faisant une salle communale. Du coup, pour nous, l'important, c'était arriver à trouver l'équilibre pour qu'on ne dénaturalise pas les bâtiments qui existaient et qu'on arrive quand même à faire un projet conséquent. On avait fait une recherche historique et tous les bâtiments qui s'étaient
qui c'était avec cette typologie. Toutes les écoles de cette région, ils étaient faits pour un architecte qui s'appelait Monsieur Dulac, dans le 19e. Et donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas tous faits de la même façon, non? Et nous, on avait, par exemple, un problème d'accessibilité handicapée à régler. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne profite pas de l'usage de la brique, que c'est la matière que lui, ils ont servi, pour faire les perrons d'accès, faire la rampe handicapée et utiliser et intégrer cet espace de préau qui actuellement il est désusé pour l'inclure dans la grande salle. Comme on a commencé à analyser les bâtiments, on s'est rendu compte aussi qu'il avait des potentiels à développer dans la pierre et dans des espaces qui n'étaient pas bien organisés. Et notre projet, il était bien simple à mettre en place. On s'avait dit, pour faire un projet qui ne noie pas la mémoire de l'école, la chose qu'on va faire, c'est tout simplement 2 boîtes dans lesquelles on va mettre les services. On va faire un faux plafond sur mesure défini pour nous-mêmes qu'il va relier les 2 salles, parce que ça c'est un préau, donc c'est pas vraiment une salle. Et on va élancer avec ce faux plafond la liaison avec l'extérieur. Et la chose qui est assez jolie de ce projet, c'est qu'en fait, on a changé la façon d'accéder à ce projet. Aujourd'hui, les 2 espaces s'utilisent. Et aujourd'hui, le fait de faire un projet comme ça fait un effet onde expansive. Et la mairie, il a commencé à aménager l'espace autour, chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Et maintenant, l'activité, il commence à s'étaler. Ça, c'est notre projet. C'était un concours qu'on avait gagné. C'était un concours sur esquisse et présentation à l'oral. On a dû réhabiliter un bâtiment pour faire un micro-crèche. Ça, c'était les bâtiments. Le bâtiment, il était très compliqué parce qu'il se situait entre 2 équipements. C'était un équipement du pôle de santé et un autre équipement qu'il était en train de fermer et qu'il a laissé vendre pour être à exploitation individuelle. Et cet bâtiment, il n'avait pas d'identité. On s'est trouvé avec un grand problème parce que volumétriquement, il n'existait pas et il fallait arriver à faire un équilibre entre ce bâtiment et les bâtiments de ses côtés, mais en même temps arriver à faire qu'il trouve sa identité. Notre pari, c'était compacter les programmes au maximum pour faire tous les programmes de la micro-crèche dans un étage et libérer les rez-de-chaussée pour que la mairie il peut disposer pour mettre des machineries pour entretenir les espaces verts qui l'entouraient. Et ce qu'on avait essayé de faire, c'était de l'espace contrôlé et organisé, parce que, comme je vous dis, c'est un micro-crèche, il a parfois 1 ou 2 employés. Du coup, il fallait faciliter la vie au maximum aux employés pour qu'ils puissent quand même se contrôler et servir aux enfants sans être noyés. Et c'est là-bas où l'architecture il joue au service de la personne qui va l'utiliser. Dans les détails techniques de ce projet, je vous dirais que si vous analysez l'image que je vous ai fait voir, on avait de l'amiante. Ça nous arrive assez souvent dans notre projet. Du coup, on avait décidé d'encapsuler l'amiante qu'on pouvait encapsuler et de retirer l'amiante qu'on pouvait retirer. On avait fait le pari de gérer la surchauffe avec des lames en bois, parce qu'on avait des filiales locales de bois. C'était toute une bataille avec notre cliente parce qu'il ne voulait pas avoir des bois, parce que les bois, il fallait l'entretenir. Du coup, on arrivait à faire une solution qui c'était faire les lames de bois peintes sur les côtés, ce qui limitait énormément l'entretien, et on les laissait à nous sur la tranche perpendiculaire, ce qui faisait que cette lame de bois, ils vont griser comme les bâtiments d'à côté. Cette petite clin d'œil nous a fait faire que notre bâtiment il a une identité, mais qu'en même temps, il soit les frères des bâtiments qui sont à côté. On avait décidé de gérer les couleurs avec le choix des couleurs de ce spectrum lumineuses, et c'était un choix
volontaire, parce que parfois on trouve que les espaces pour la petite enfance, ils sont surmenés de ces stimuli, et nous, on voulait amener la couleur par le reflet de la façade à l'intérieur. Parce qu'on voulait misser les projets depuis l'intérieur à l'extérieur. Tout notre intérêt, c'était que les gens ils regardent par les fenêtres et qu'en regardant par la fenêtre, ils se sentent en dehors et en relation avec les paysages et qu'en regardant, ils voient les couleurs rentrer. Dans ce projet aussi, on avait fait tous les mobiliers sur mesure à nouveau. On avait essayé de faire des mobiliers évolutifs qui servaient à plusieurs âges et qui pouvaient potentiellement s'adapter aux différentes enfants, à différents enfants, pardon. Celle-là, c'est la photo de la zone, c'est la laverie. C'est où on lave les petites. Et je trouve que c'est génial. Pour moi, c'est le cœur de cette garderie, de cette micro-crèche. Parce qu'on avait arrivé à faire tout autour de cette meuble, que c'est l'unique que moi, je n'ai pas dessiné. Mais par contre, je trouve que c'est super important parce que personne m'a dit merci, hein, mais les personnes qui passent tous les jours son temps à lever des enfants, à avoir un escalier pour que quand les enfants ils commencent à être lourds, ils peuvent monter de soi-même. Et eux, ils arrêtent d'avoir mal au dos. Je pense que c'est tout une réussite. Le fait de voir que quelqu'un qui est en train de laver un enfant et que par les verres, il peut voir le reste des enfants qui jouent dans les grands espaces, c'est tout une réussite. Le fait de savoir que cette personne, il change en couche, mais qu'il passe la main par la trappe et qu'il laisse la couche dans la laverie, c'est tout une réussite. Et c'est là-bas où il commence la dimension, pas du projet esthétique, sinon du projet qui marche. Le projet qui est au service des personnes. Je n'ai pas besoin de que quelqu'un me demande de faire cet escalier, mais je sais que si je décide de faire cet escalier, probablement je retire des lésions physiques à la personne qui va travailler dans cet espace. Le dernier projet que je vous présente, c'est la construction de cette halle sportive. Celle-là, il se trouve à Palanches. C'est un village où ça me fait vraiment mourir de rire parce que c'est un village de 1400 habitants. Et comme nous, on a commencé cette aventure, je me souviens que quand on avait fait la consultation, les entreprises ils me disaient « Mais vous voulez faire ça à Palanches ?» Et je disais « Et alors, à Palanches, ils ont une réduction d'impôts? Ils n'ont pas le droit de l'architecture. Et à Palanches, et n'importe où, tout le monde il a le droit d'avoir de l'architecture. Pour avoir de l'architecture, il faut qu'elle ait envie d'avoir de l'architecture. Ce n'est pas une question de moyens. On peut s'adapter à faire de l'architecture, que ça ne soit pas un frein. Et du coup, aujourd'hui, ce village de 1400 habitants, ils sont déjà sortis dans les conseils, dans les bulletins de l'Ordre des architectes nationaux et européens en publication à Bruxelles. Du coup, quand le maire de Palanches il se rappelle de cette histoire, il m'a dit quand même, ça me remplit de fierté, savoir que je suis le maire de Palanches et que maintenant j'étais publiée en Bruxelles, tout simplement pour avoir tenu. Parce que pour la petite histoire, c'est un projet dans lequel on a trouvé plein de difficultés. Et c'est là-bas où nous, on défend que tout le temps, les difficultés, il faut les tourner comme une opportunité. Comme nous, on avait décidé de faire ce projet, on avait un maire, on avait lancé les études et on était prêt à faire notre projet. Sauf qu'il n'était pas le projet que vous voyez ici. On a fait notre analyse géotechnique et à la moitié de l'analyse géotechnique, on a eu un charte de résultats. Et a priori, c'était la première fois de toute notre vie on a découvert que les sols de Palanches et les sols particulièrement de cette parcelle, c'était les pires sols au monde et qu'on ne pouvait pas se fonder pour faire les projets que nous, on avait envisagés. Et là, c'était la première fois que ça m'arrive. On a dû penser tout un projet en pensant qu'aux fondations. Parce que bien sûr, qui dit travailler dans la ruralité, il veut dire travailler avec des moyens très limités. Et la plupart des temps, on travaille avec des personnes qui n'ont pas le budget et qui demandent des subventions. Du coup, ce n'est pas des budgets qui sont élastiques. Ce n'est pas qu'on en fait quelque chose et on peut présenter un avenant. Et je me souviens qu'on a eu cette discussion avec la mairie. Et la mairie nous avait dit, bon,
bah, je vous fais confiance, faites-nous un projet. Et à bout d'un moment, on avait défini ce projet et on n'arrivait pas à rentrer dans les prix parce que c'était trop cher. Et le maire, il nous avait dit, je suis convaincu, c'est le projet qu'il me faut pour ma ville. Dites-moi, c'est que la mairie, il peut faire en régie. Quelle partie on peut faire sous votre direction, nous-mêmes, en régie avec les agents locaux, et on complétera le projet. Et en partie de ce projet, il est fait par la mairie en régie. Je vous raconterai un tout petit peu plus tard. Mais il y a une autre dimension dans ce projet qui est très intéressante au-delà de la forme. C'est qu'on en parlait de créer des lieux. Palanges, c'est un petit village de Bourgogne qui, comme tous les villages, ils ont le même type de problématiques. Ils n'ont pas de lieux pour faire des échanges entre les gens. Du coup, ma commande, c'était tout simplement de faire un terrain sportif couvert. Et moi, je me servis de ce terrain sportif couvert pour essayer de faire un espace qui puisse servir dans le futur à plein d'usages ou plein d'échanges pour cette commune. Le projet, il ne peut pas être plus simple. La chose que vous avez, c'est le terrain de jeu, un banc autour, 2 réserves où je mets le chauffage et 2 énormes porches de 18 mètres chaque porche. Après, on en a les 2 murs des 2 côtés et on avait décidé de faire dans chaque mur un banc pour s'asseoir parce que les maires, ils ne voulaient pas de vestiaires, ils ne voulaient pas de salles de bain. Du coup, la forme, il était assez simple. Vous voyez ici la coupe, il n'y a rien de compliqué. N'empêche que pour arriver à cette forme et à cet usage, c'était compliqué. Les procès constructifs, c'était les terrassements, les micro-pieux qu'on a dû utiliser, c'était des pieux à chemise et perdus. Comme ça, on économisait le maximum. Après, sur ces pieux qui étaient dans les points stratégiques dans lesquels on pouvait se fonder, on avait décidé de faire notre socle en béton. On avait fait la forme pour répartir les charges d'une façon précise en s'appuyant tout simplement où on pouvait s'appuyer. Sur cette socle en béton, on a posé une boîte en métal. Et après, autour de cette boîte en métal, on a fait un travail avec 2 pots distantes avec des traitements différents, des polycarbonate, parce qu'on ne pouvait pas utiliser une autre matière, il nous fallait une matière légère. Et nous, on devait avoir un apport lumineux assez conséquent. On a fini ce projet avec les protections en bois au fond de la zone de jeu et les brise-soleil coulissantes qui nous font une double fonction de la sécurité et aussi de l'intimité, parce que parfois il y a des enfants, il ne faut pas qu'ils fuient. Parfois il peut y avoir des séances de Zumba, il faut que les gens y soient tranquilles et sans nuance. Et parfois il peut y avoir des autres types d'exploitation, il nous convient parfaitement qu'ils soient mobiles. Ce sont partie de tous les détails constructifs qu'on avait faits. Nous, on fait tout le temps tous nos détails constructifs. Et maintenant, je vais vous parler du même projet, mais dans une autre dimension. Ça va sauter, ça va dézoomer. Ça, c'est le projet au milieu du tissu pavillonnaire. Parce que, bien sûr, la chose qu'on avait, c'était un petit terrain. On n'avait pas un autre, à côté un terrain de foot. Du coup, nous, on a eu un grand souci, parce que qu'est-ce qu'on trouve dans les alentours du tissu pavillonnaire en dehors de la ville? Normalement, un merveilleux bâtiment industriel que la plupart du temps, c'est un supermarché. Et nous, on se disait, comment on va arriver à faire une coupe blanche que quand les gens ils les voient, ils ne pensent pas qu'on en a un supermarché. Ça va être compliqué. Et nous, on ne veut pas non plus, parce qu'on ne croit pas à que l'architecture, pour que ça soit défini comme un équipement public, il doit avoir des lettrages gigantesques qui mettent équipement public ici, avec un énorme néon qui l'indique. Du coup, on voulait trouver un langage assez sobre, mais qu'en même temps, il parlait de soi-même pour interpeller les gens de venir et échanger dans cet espace. Et on l'a trouvé, je trouve, avec cette polycarbonate, qu'il arrivait à faire des effets plus douces
de ce qu'on imaginait, parce qu'il avait une partie du traitement qu'on avait envisagé, mais il a eu une partie du traitement qui s'était un peu lieu à l'hasard. Vous voyez ici le niveau de détail auquel on avait arrivé pour essayer de faire caler ce qu'il était le coffrage en bois béné avec les brise-soleil coulissantes. Ça, c'est la petite histoire qui est à mourir derrière. On a fait tous les projets pour essayer de faire un espace traversant pour la ventilation croisée, pour la lumière, pour les flux de personnes, et on voulait se relier complètement à l'stade de foot parce qu'on trouvait que ça pouvait être un complément de l'stade de foot. Et quand j'étais en train de finir le bâtiment, un jour, j'arrive et je trouve toute cette poteau avec cette filet. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, c'est la mairie qui m'a demandé de faire ça. Je dis, mais pourquoi vous faites ça si moi je veux me connecter à l'stade de foot, si la chose que je veux c'est que les gens ils peuvent déambuler, qu'ils peuvent traverser. Ils me disent, non, mais le bâtiment il les plaît tellement qu'ils ont peur qu'il vienne un ballon et qu'il les fasse mal à le bâtiment. Moi je me dis, en fait c'est mignon qu'on réflexionne. En fait d'un parti j'étais gênée parce que je me disais, ils viennent de casser complètement mon idée. Et de l'autre partie, je me dis, mais ils aiment plus les bâtiments que moi-même. Ils sont en train de mettre des filets pour les protéger. C'est déjà un bon signe. Et c'est ça que j'ai parlé de faire l'architecture en équipe. C'est intéressant de rentrer dans cette dimension. Vous avez une photo des Porsche. Pourquoi on avait fait les Porsche? Les Porsche, ce n'est pas un caprice formel. Cette Porsche, c'est ma réponse au fait de que les gens ils m'ont pas permis de faire des gradins. Cette Porsche, c'est ma réponse à la surchauffe et c'est ma réponse à faire une ventilation croisée effective, rapide. Quand je suis dans cette Porsche, je peux vous dire, on peut avoir tout un groupe de parents assis sur des chaises pliantes qui peuvent regarder à ses enfants jouer. On peut avoir les brise-soleil qui sont fermés et les enfants qui jouent sans avoir peur dès qu'ils partent à la route. On peut avoir énormément d'apports lumineuses quand on joue, sans être gêné par la lumière qui va rentrer de face. Et on peut se repérer quand on fait des jeux à des grandes vitesses. Parce qu'en fait, notre souci, c'est que quand on joue, on va d'un point A à un point B. Et on fait tout le temps ça. Mais si on a les repères qui sont sur les côtés, on ne se gêne pas. Et nous, notre dampalon, on avait décidé de les traiter avec un double pot qui n'existait pas chez dampalon, parce que quand le prescripteur est arrivé, il nous a proposé d'utiliser un double pot de dampalon. Et nous, on a dit, en fait, cette histoire de double pot, elle est très intéressante, mais nous, on va faire un double pot à notre façon. Et quand je vous parlais de double pot, on a fait un pot extérieur dans lequel on a géré les rayons UV et la surchauffe, et on a fait un champ d'air dans lequel on passe la structure métallique et un peu intérieur, dans lequel on fait un effet de diffusion, c'est que ça fait que quand la lumière il tape sur la face extérieure, on ne voit pas un faisceau lumineux. La lumière, il se diffonde comme si c'était un diaphragme, et on a tout le temps une atmosphère lumineuse très agréable dans laquelle on ne se sent pas gêné quand on fait des activités sportives. En plus, l'effet de laisser un champ d'air, c'est mal dit que c'est ventilé parce que je n'ai pas vraiment un grillage au-dessous qui fait la circulation, mais il est suffisamment grand pour que ça ventile. Il nous aide à nous isoler parce que le dampalon en soi-même, il n'est pas très épais et à empêcher le phénomène de condensation. Si vous voyez tous les 18 mètres de parties coulissantes en verre, ils se replient sur les réserves et c'est où on en a les aérothermes. Ça veut dire que quand on ventile, on ne chauffe pas, on n'a pas de perdition. En même temps, comme nous, on décide de fermer, on peut se servir de cet espace de réserve dans lequel on garde tous les équipements de cet espace multi-activité. Et on dégage l'espace complètement en ayant un feuille blanche qui peut permettre toute activité possible et inimaginable dans cette gymnase. Et quand je vous parlais des effets qu'on ne connaissait pas del dampalon, vous verrez que la chose qu'on n'avait pas
gérer et que c'était un bel cadeau de la nature, c'est que ce traitement qu'on avait fait sur la façade, il fait aussi qu'on reflète la lumière du soleil. Du coup, c'est pas nous qu'on illumine avec de la lumière violette, c'est que le soleil il est en train de se coucher derrière. Et cet effet de diffusion, il fait que dans la façade devant, on arrive à voir, je ne m'explique pas très bien comment, des couleurs violettes. Je pense que je suis dans les temps. Du coup, je voulais vous dire merci beaucoup. Et si maintenant il y a des questions, j'ai essayé d'être très bref, je suis désolée, je n'ai pas été très exhaustive dans l'explication. Je ne sais pas si on ouvre aux questions comme ça, sinon, à nouveau, j'avais préparé des questions, mais... Voilà, alors les questions, n'hésitez pas, que ce soit les étudiants. On attend la première question. Voilà, il y en a une là-bas. Oui, bonjour. Je suppose qu'à Paray-le-Monial, il n'y a pas beaucoup d'agences d'architecture et que donc je me demandais si vous aviez beaucoup de demandes ou alors au contraire, c'est quand même dans les milieux ruraux, on pense pas forcément à passer par un architecte pour construire, surtout pour des milieux, pour des logements plus privés et des projets privés. Mais en fait, oui et non. C'est quoi beaucoup de monde? Nous, on en est je vous ai dit, on en est autour de 11 000 habitants. Je pense qu'il a 3 agences d'architecture. D'ailleurs, la mienne, il est la plus petite, parce que la mienne plus petite, il n'existait pas. On est 2 et un chien. Et le chien, il ne dessine pas. Donc, et il n'a pas de demande. Oui et non. Bah, on en a les célèbres 150 mètres carrés de la France. Donc déjà, tous les pavillons, ils se construisent. C'est une bataille personnelle, mais malheureusement, on a essayé plusieurs fois d'abattre les prix des pavillons. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, on en a les équipements publics. Mais je pense que les 3 agences qui existent à Paray-le-Monial, je pense qu'ils sont en train de se créer un 4e. Je pense que chaque agence, il travaille d'une façon différente et qu'il trouve son marché et qu'il trouve sa façon d'exister. Après, je ne pense pas qu'on doit miser la qualité de ce qu'on fait au rapport aux autres. On fait ce qu'on fait, ce qu'on en a envie de faire, et voilà. Après, je pense qu'on trouve tout le temps, des choses à faire. Il n'y a pas de petits projets ou des projets qui n'est pas intéressants. Tout le temps, on peut s'illusionner. Moi, je vous dis, les premiers projets qu'on en a présentés, c'est un projet que je pense que beaucoup d'agences, ils n'auront pas fait. J'étais à un ratio de 450 € le mètre carré. C'est très compliqué de faire quelque chose avec 450 € le mètre carré. Mais moi, j'avais envie d'apprendre. C'était mon premier projet. Je pouvais apprendre à comment fabriquer les meubles, à comment dessiner. Je pense que... Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Bonjour. Vous avez dit que quand vous commenciez un projet, vous rencontriez la mairie et aussi les habitants. Je voulais savoir sous quelle forme vous rencontriez les habitants. Est-ce que vous allez vous balader dans la ville et vous les rencontrez comme ça? Est-ce que c'est des réunions à la mairie, des workshops? Ça dépend énormément du projet, de la taille de la ville et de comment il était lancé le marché. En fait, quand tu es dans un village on va dire, entre 0 et peut-être 3 000 habitants, 4 000 habitants, 5 000 habitants, il est fort possible que quand tu fasses connaissance du maire, tu fasses connaissance aussi des adjoints. Et parfois, dans les réunions, il vient même les voisins qui sont intéressés au projet qui s'est fait dans les villages.
La plupart des temps, c'est même les maires qui soit ils proposent, soit ils demandent, ou tu peux demander à la mairie et faire des réunions avec l'équipe de l'État qui existe et les voisins. Mais quand tu commences à être dans une échelle un peu plus grande, où c'est un marché public, ça n'arrive pas. La chose que tu peux faire, c'est tout simplement te balader, parler avec les gens, essayer de capter des informations que tu peux avoir, mais ce n'est pas la même approche. Après aussi, il y a une autre dimension, c'est la dimension de présenter les projets aux voisins. Ça, il faut être courageux parce que parfois les gens ils ont mal, mais il faut le faire. Bonsoir. Sur le dernier projet, si je me trompe pas, si j'ai bien compris, vous avez évoqué le fait que pour des questions économiques, la mairie avait proposé de participer au projet. En tout cas, les services de la ville de participer au projet. Qu'est-ce qui a été est-ce que vous pouvez préciser ce qui a été du coup, à quoi ils ont participé, ce qui a été fait par des entreprises ou dans le cadre d'un marché, et ce qui a été fait plutôt par la ville et ses services. En fait, ça va être en plus super simple à voir. Dans ce projet-là, ils nous ont dit qu'est-ce qu'on pouvait déléguer en eux. Et en fait, ce qu'on pouvait déléguer en eux, c'était tous les parties en bois. Du coup, nous, on avait fait les fondations, on avait fait les socles en béton, on a fait les parquets, que c'est un parquet professionnel, on a fait toutes les structures métalliques, tout la double pont d'un ballon, les toits, les isolements, les chauffages. Et la mairie, la chose qu'il a fabriquée, c'était les parties en bois, que vous voyez, les protections ici, les cadres métalliques avec les protections en bois et les cadres métalliques avec les lames de bois qui coulissaient. C'était pas non plus, en fait, c'était pas la moitié du marché, mais ça nous a dépanné suffisamment pour pouvoir se payer 3 pieux de plus. Et voyant l'état del sol, il était nécessaire, ces 3 pieux. Donc déjà c'était bien. Parce que, du coup, deuxième petite question, le budget, il était de combien pour ce projet? Vous avez dit 450 € du mètre carré, mais... Non, 450 mètres carrés. Ah pardon, je n'étais pas sur celui-là. C'était pour le premier projet de l'aménagement de la maison de ville. Je pense que le dernier projet, on était autour de quoi? De 700 000 €. Emmanuel, mon associé, veut me poser une question. Alors, c'est pas pour poser une question, mais peut-être que tu peux, ou je peux apporter juste un complément. Tu vas me corriger en direct? Non, c'est pas une correction, c'est juste. La crédibilité. Oh là là. C'est juste un complément à sa question parce que tu l'as pas dit, mais c'est intéressant. Tu dis que c'est que les volets, les claustras, etc. Mais il faut quand même savoir que au moment où on lance la consultation et où du coup on est au maximum du budget. Tout à fait. Si la commune ne le fait pas, oui, le projet pour le coup n'existe plus de la même manière, puisque sans les volets, sans les claustras, sans les choses, il y a beaucoup d'éléments intéressants de l'usage. Belle précision. C'est juste... Ah mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit avec des autres mots. J'ai dit que monsieur le maire, il a dit qu'il voulait ce projet et qu'il fera tout le possible pour avoir ce projet. Et ce projet, ça voulait dire avoir les projets complets, pas renoncer à des éléments de ce projet. Bonsoir, j'ai encore une question un peu moins sur l'architecture, qui est très belle, évidemment, mais c'est sur un peu l'aspect interculturel, parce que vous êtes d'origine espagnole. Et donc, quel est un peu le regard quand on travaille en France? Et moi, je suis allemand, par exemple, je travaille aussi en France, donc on a toujours un regard un peu de l'extérieur aussi sur la production qui se fait dans le pays d'accueil, comme ici. Quel est un peu le rôle de cette interculturalité vis-à-vis de votre propre culture architecturale espagnole? Est-ce qu'on peut, je trouve, on peut la retrouver personnellement, mais j'aimerais bien avoir ça comme
approche ou savoir quelle est votre approche dans cette question-là. Et ben, je ne sais pas quoi vous dire. Ben, en fait, c'est compliqué parce que en fait, je suis espagnole. En plus, à l'intérieur de la culture que ça veut dire être espagnol, je viens des îles. Je pense que, par exemple, un Français qui vient de Paris, c'est pas la même chose qu'un Français qui vient de Martinique, déjà. En dehors de ça, j'ai eu l'énorme chance d'étudier une année en Allemagne, une année au Mexique, et les gros de mon expérience professionnelle, parce que la chose que j'ai oublié de dire, et c'est quand même très important, c'est que moi, j'avais qu'un mois d'expérience professionnelle en Espagne avant d'ouvrir mon agence. Donc, super bien, le style kamikaze de la vie qu'il ne faut pas répéter. Du coup, les gros de mon expérience professionnelle, il s'est fait en France. Du coup, la connaissance que j'ai du monde professionnel, c'est en France. Et qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas vous dire, en fait. Mais en fait, c'est aussi une réponse. Hein? Non, mais je suis désolée, mais ça sera très prétentieux de ma part dire que je connais le monde professionnel en Espagne, le monde professionnel en Allemagne. Ce que je connais, c'est le monde professionnel en France. Et au-delà du monde professionnel en France, dans un milieu très particulier, dans le milieu rural, parce que je ne pense pas que notre métier, il s'exerce de la même façon en grande ville. Je pense qu'il y a plein de choses que nous on fait parce qu'on considère que c'est de bon sens et de la logique qu'on ne pourra pas faire si on sera à Paris ou si on sera à Lyon ou si on sera à Dijon. C'est un problème de l'architecture en soi-même, c'est tout le temps savoir comment on s'adapte à l'échelle et au contexte. Après, si la culture espagnole est différente de la culture française, oui. Il est différente. On est voisins et je m'étonne tous les jours qu'il a autant de différences en étant voisins, concomitants. Oui. Et moi, aujourd'hui, je me sens espagnole, je me sens française, je me sens hybride. Je le dis tout le temps à la maison. Moi, maintenant, je ne suis pas ni d'un côté ni de l'autre côté. J'essaye tout le temps qu'on en apprend, prendre les bonnes choses d'un côté et laisser les mauvaises choses de l'autre côté. En tout cas, l'architecture que vous verrez que nous on fait, il amène un maximum de lumière naturelle, parce que ça, je peux quand même le reconnaître. J'ai vécu toute ma vie baignée de lumière, et moi, je ne vis pas bien les espaces qui n'ont pas de lumière naturelle, ou qui n'ont pas de la ventilation naturelle. C'est clair. Il n'y a plus de questions? Si, il y a une question. Bonjour. Et dans les projets qui vous parlent de la mémoire, quelles sont les limites pour respecter dans l'architecture et la mémoire? Vous m'aimez pas, non? Ah, je ne sais pas où sont les limites de la mémoire. Je pense qu'il a... En fait, quand on parlait d'architecture et je vous parlais de la technique et de l'art, je pense que ça rentre dans la partie de l'art, ça rentre dans la partie de la propre philosophie de la personne et de la sensibilité inhérente à la personne. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, que c'est le mot dénaturer. Je pense qu'il ne faut pas dénaturer quelque chose. Mais où il est les limites à pas dénaturer un lieu, une construction, un projet, à quelqu'un, c'est compliqué à établir. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit avec le temps. Je pense qu'au début, on n'est pas bon et qu'à fur et à mesure, on commence à s'enrichir avec la pratique et la réflexion. Mais c'est compliqué à définir ce type de choses. Il a des réponses faciles dans l'architecture, il a des réponses très compliquées. Celle-là, c'est un des compliqués. Et une autre question du projet, justement,
et qui vous parle de la matérialité des polycarbonates. De quel matériau est la toiture? La toiture, elle est métallique. Parce que, en fait, moi, je ne veux pas vous vendre de polycarbonate, hein, je n'ai pas de commission. Et probablement, ça sera l'unique projet dans ma vie que j'ai fait en polycarbonate. Nous, on défend tout le temps, vous le savez parce que vous étiez avant, dans les 4 heures de torture que je vous ai fait, les matériaux locaux et faire travailler des entreprises locales. C'est la chose avec laquelle nous, on est tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Que voyons qu'on avait ce problème de fondation dans ce bâtiment, il nous manquait un matériel qui soit résistant, léger et qui traite la lumière comme nous, on voulait traiter la lumière. C'est pour cela qu'on a choisi le polycarbonate. Mais ce matériau, il a ses avantages, il a ses inconvénients. C'est peut-être le matériau qui s'adaptait bien pour cette problématique, mais ça ne veut pas dire que dans un autre projet, si vous n'avez pas la même problématique, c'est le matériau auquel il faut répondre. Nous, on en a la capacité de définir la problématique et trouver la bonne solution. Et pour cela, il faut trouver les outils qui sont en adéquation à la solution qu'on veut obtenir. C'est comme un menuisier. Un menuisier, il a un ton des outils pour tailler les bois, pour avoir les effets qu'il veut, pour les différentes étapes. Nous aussi, on les a. Mais c'est nous qu'on doit savoir s'adapter parfois. C'est tout simplement ça. Merci. De rien. Moi, ma question concerne surtout la pratique de l'architecture dans le milieu rural. Et parce qu'il y a déjà une question qui a été déjà posée par rapport au fait que l'architecte n'est pas beaucoup, ou alors il est moins sollicité dans le milieu rural par rapport à la ville. Mais du coup, est-ce que l'architecte a un rôle important ou a quand même de la place dans, par exemple, la conception d'infrastructures liées à l'agriculture? Est-ce que l'architecte intervient dans la conception, par exemple, de fermes? Parce que ce genre d'infrastructure, je le trouve très important pour préserver cet aspect rural du milieu rural. Mais est-ce que l'architecte a une forte présence dans la conception de ce genre ou de ce type d'infrastructure? Merci. Ça, attache-toi à la ceinture. L'architecture et l'architecte, il a tout le temps un rôle très important. Après, parfois, le rôle de l'architecte, c'est pas le rôle qu'on envisage. Nous, on pense tout le temps qu'un architecte, il doit faire des projets construits, tangibles. Mais l'architecture, il va au-delà de ça. L'architecture, parfois, c'est des projets de réflexion, c'est des idées, c'est élargir des consciences, c'est faire des mouvements pour que des autres architectes qui ne seront pas toi, ils viennent après. Ils héritent de quelque chose de mieux. L'architecture, il va au-delà du fait de faire un seul projet. Regarde la quantité des architectes qui font des choses très bien pour le métier et qui n'ont jamais construit un projet. Après, si les architectes ils ont la place dans la réflexion sur la ferme, je pense qu'on avait parlé avant. Et cette question, je t'avais dit, c'est une bonne question, mais ça m'a trotté dans la tête. J'ai eu que 20 minutes à la réfléchir. Et maintenant, j'ai la bonne réponse. Parce que l'autre, il était bien, mais celle-là, il va être plus complète. En fait, pense comme il était né notre métier. En fait, on avait la nature et au début, l'architecture, c'était en protection de l'environnement. Nous, on voulait se mettre en sécurité, on voulait s'abriter. Après, avec les siècles, l'architecture, il est devenu un symbole de pouvoir. Qui s'est payé un architecte? C'était un symbole de pouvoir de l'État et des gens qui avaient l'argent. La question plutôt qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est l'architecture aujourd'hui? Parce que quand tu dis il a de la validité ou pas, moi je trouve qu'il a toute la validité du monde, en fait. Les premières constructions pour s'abriter,
ils n'étaient pas faits par des architectes. Mais peut-être c'était des protections et pas des projets d'architecture. Où il commence la dimension de ce qui c'est qu'est-ce que c'est un projet d'architecture et qu'est-ce qui n'est pas un projet d'architecture, c'est la véritable question. Mais en tout cas, les architectes, c'est les uniques personnes, au-delà du fait de construire ou pas construire, qui sont capables de regarder la société en transversale et construire pas que des projets, aussi des idéaux, et tout en démarche qui peut déclencher à des mouvements sociaux et des améliorations très importantes. Tout le temps, il s'est dit qu'un architecte qui s'entend bien avec un politique qui soit propre, il peut changer le monde, en fait. Et l'architecture entendue par les peuples et faite en collaboration avec l'habitant, c'est une machine ultra puissante. Donc, si on en a les lieux à pouvoir réfléchir, bien sûr qu'on en a lieu à pouvoir réfléchir. Mais peut-être je ne suis pas la personne la meilleure assise pour pouvoir te répondre à cela. Moi, je fais par exemple partie de la Maison de l'Architecture de Bourgogne parce que je pense qu'il faut communiquer sur l'architecture. Le problème qu'il existe, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce que l'architecture il fait pour eux. Nous, entre nous, on parle tout le temps d'architecture et on pense que comme nous, on parle tout le temps autour de nous, tout le monde il a la même vision ou la même perception. Et c'est faux. Les gens, ils n'ont pas. Ils ne se rendent pas compte. Je ne sais pas si... Je pense que c'est un peu plus complet qu'avant, non? Oui, il y a une question devant. Merci pour la conférence. Juste une petite question, mais surtout sur l'exercice de votre métier. Vous avez passé assez rapidement, mais comment on fait pour ouvrir une agence en France après un mois d'expérience? Comment ça se passe? Mal. Ne le fais pas. Mal. En fait, l'histoire elle est un tout petit peu plus longue que celle-là. En fait, c'est vrai à moitié. Pour tout vous expliquer, j'ai arrivé en France. Et maintenant que vous voulez savoir de ma vie personnelle, je vous le raconte, parce que je n'ai rien à cacher. J'ai arrivé en France et vous avez bien entendu, Allemagne et Mexique. Pourquoi je devrais parler le français? Je ne savais pas parler un mot de français. Différence culturelle. Je me disais, j'étais en Allemagne, en France, je peux m'en sortir avec l'anglais. Grosse blague. Il faut apprendre le français pour vivre en France. Donc, première différence culturelle. Du coup, quand j'ai arrivé, j'ai mis le plus rapidement que je pouvais à apprendre la langue. Et en même temps, j'étais en train de me poser des questions parce que la partie que je n'ai pas racontée pour être dans le monde professionnel, mais que maintenant je raconte parce que c'est pas grave, c'est que avec la personne que je m'associais, qui m'a amenée aujourd'hui, c'est Stéphane. On s'est connus à la moitié de nos études. On s'est connus quand on avait 23 ans. Du coup, moi, j'ai continué mes études en Espagne et lui en France. Quand on avait fini nos études, notre unique MB, c'était d'être ensemble. Et on s'est posé la question dans quel pays on l'a fait, en France ou en Espagne. Du coup, j'avais commencé à travailler en Espagne. Stéphane, il avait commencé à travailler en France. Et à bout d'un moment, Stéphane, il m'a dit, mais de toute façon, parce que c'est vrai que là-bas, il vient la situation de que je viens des îles. On était dans une grande crise immobilière très, très forte. Et dans les îles, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et le travail que je faisais en agence, c'était des grands concours. Moi, j'ai fait qu'un grand concours, c'est un hôpital. Je suis sortie de l'école, ils m'ont demandé de dessiner un hôpital. On a gagné le concours, mais après, je me suis barrée. Et moi, je me disais, en fait, c'est pas l'architecture qui m'intéresse de faire. Je veux rentrer dans une autre dimension d'architecture. Stéphanie m'a dit, viens en France. J'ai déménagé en France, je parlais pas français, je m'ai mis à étudier français, et lui, il travaillait dans une agence lyonnaise. Et à un moment, un jour, on a eu un appel d'un monsieur, un grand monsieur, un grand architecte rural,
que c'était chez qui Stéphane il avait fait son HMO. Et ce monsieur, il nous a dit, je pars à la retraite, est-ce que ça vous dira de prendre mon agence? Du coup, moi je l'ai dit à Stéphane, mais moi je ne sais pas, parce que déjà je viens d'apprendre le français. Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. En plus, j'ai habité toute ma vie en ville et tout me parle de déménager dans la ruralité. Moi, je ne conduis pas. Donc, je lui ai dit, mais ça me semble complètement invraisemblable. On a beaucoup discuté, mais énormément. Et à bout d'un moment, on s'est dit qu'on voulait faire les paris pour défendre l'architecture qu'on croyait. Et on a décidé de déménager et prendre cette agence. On avait fait un accord avec cette personne et normalement, on devait faire un accord en passation en douceur parce que j'ai horreur de prendre une agence dans un mois. Du coup, la chose qu'on avait établie, c'était faire une passation en 3 années. La première année, il nous apprenait tout ce qu'il savait. La deuxième année, on essayait un tout petit peu. La troisième année, il partait à la retraite et nous, on restait tout seuls. Sauf que ça, c'est la vie. C'est les envies qu'on a et la planification qu'on fait. Et après, la vie, il te donne des surprises. On en a déménagé et quand on a déménagé, on a commencé à travailler avec ce monsieur. Ce monsieur, à bout de, je ne sais pas si c'était un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Il a fait un malaise sur un chantier. Il a failli mourir. Du coup, évidemment, la priorité, ce n'était pas l'architecture, c'était le fait que cette personne, il se remet. Il n'a jamais pu remettre les pieds dans l'agence. On garde de bonnes relations. Il est quelqu'un de très bien, on l'adore. Et pour moi, c'est une de mes personnes favorites dans le monde. Mais d'un coup, on s'est trouvé à 3 mois à devoir gérer l'agence d'architecture. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne vous le souhaite pas. Mais parfois, il arrive ce type d'expériences dans la vie. C'est des expériences dans lesquelles soit on se casse, soit on apprend énormément. Mais ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Je vous souhaite à tous, pas perdre le courage d'ouvrir votre agence, mais le faire d'une façon douce, avec tranquillité et pas se tomber dans une situation comme ça. C'est pour cela que je me suis trouvée comme ça. Sinon, jamais dans la vie, je suis quelqu'un de très prudente. J'ai besoin de comprendre tout, d'analyser tout pour me lancer à quelque chose. C'est ça l'explication. Désolée, maintenant vous connaissez notre vie. Je suis désolée, Stéphane, je ne t'ai pas demandé, mais bon. C'était compliqué d'expliquer autrement, non? Tu vas ajouter des précisions, Stéphane? Ah oui, une petite précision aussi, maintenant qu'on continue avec le commérage total. Et effectivement, nous, on se connaît depuis on avait 23, 24. Je suis un peu. Voilà. 23, 24. Et nous, on avait décidé d'être associés avant d'être un couple formel. Donc, la dernière année, on s'est mariés. Maintenant, ça fait 1 an qu'on est mariés en plus. Y a-t-il encore une question? Pas personnelle, s'il vous plaît. Oui. Toi, tu ne vas pas me poser des questions personnelles, toi. Du coup, tu sais que je ne vais pas te demander en mariage. Je sais qu'on est en train de faire conférence et monologue comique, là, en même temps. Mais c'est une question pour relancer peut-être ta discussion. Tu as expliqué, le titre de la conférence était « Être architecte en milieu rural », mais du coup, il y a quand même une spécificité aussi de ta pratique, c'est qu'effectivement, tu viens d'un milieu d'origine qui n'est pas la ruralité. Non. Tu viens d'un autre pays et tu exerces aussi en tant que femme. Ah ben, je ne peux pas arrêter d'être femme, hein. Je suis désolée, mais pour le moment, non, mais justement, je ne parce peux pas. Tu as commencé tes slides avec justement l'obtention du prix, etc. Je pense que c'est aussi des particularités dont tu peux aussi expliquer quel rapport que tu as eu avec ces étiquettes-là. Première, les gens, quand ils t'ont vu arriver, tu étais espagnole, femme, dans un milieu charolais, juste entouré d'hommes. Et donc de voir aussi comment on arrive à sortir des projets, comment toi t'es arrivé du coup à prendre les rênes des projets et à développer ces projets-là. Je pense que ça peut être intéressant d'expliquer à des futurs confrères et consoeurs comment ça se passe. Et la vérité,
Les artisans, ils me préfèrent à moi qu'à toi. Bien sûr. Heureusement. Non, mais en fait, je ne sais pas jusqu'à où tu veux que je te développe ça. Parce que c'est compliqué comme sujet à développer. Parce que je ne veux pas donner des conclusions qui soient faussées pour ma propre expérience personnelle. Tu sais, quand on parlait des limites, je ne sais pas où il existe les limites des étrangers dans un territoire qui n'est pas le mien, ou de venir d'un autre monde en dehors de la ruralité, ou d'être femme. Moi, comme je te dis, je passais toute ma vie à être femme. Je ne peux pas être homme aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est la chose que je sais faire. J'ai tout le temps cru que l'architecture, c'est quelque chose qui est universel, qu'il ne doit pas se classer en genre ou en race. C'est quelque chose qui nous unit. C'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai fait différentes à toi parce qu'on ne vient pas de la même culture et on n'est pas le même type de personnalité ou de perception. Mais je ne sais pas où ils sont les limites de la personne que je suis ou des circonstances que tu viens de décrire. Tu vois? Je ne saurais pas te répondre, Steph. En tout cas, après, il y a un truc qu'il est quand même que je peux profiter pour dire. C'est vrai que jusqu'au moment que tu as décidé d'avoir l'idée de se présenter à ce prix des femmes architectes, je ne m'avais pas perçu que la plupart des figures ou d'architecture que j'ai idéalisées, c'était fait par des hommes. Après, pour moi, c'était une histoire d'architecture. Je ne m'avais jamais fait la réflexion de ce que des hommes, ce que des femmes. C'était l'architecture qui m'intéressait. C'est vrai qu'il a quand même en réalité, c'est que l'architecture des femmes, parfois, il n'a pas énormément de visibilité ou il n'a pas la même visibilité qu'il peut avoir l'architecture des hommes. Et c'est assez dommage parce que le prix, une des meilleures choses qu'il m'a donné, c'est l'opportunité de découvrir énormément de femmes architectes qui font des travaux géniaux que je ne connaissais pas avant. Et de rencontrer des personnes qui m'ont expliqué qu'on pouvait faire différemment ou qu'on pouvait voir le monde différemment. C'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire pour arriver à avoir d'un côté et de l'autre la même visibilité, mais bon, c'est comme un atelier rural en référence à un atelier des grandes villes. Tout le temps, les parcours ou les projets qu'on va faire dans la ruralité, ils vont avoir moins de visibilité que potentiellement dans la ville. Tu vois, c'est compliqué de répondre à celle-là. Si tu veux le développer, tu peux le développer. Hein. Je te laisse. Question? Si, encore une question. Bon, apparemment, c'est la dernière question. Et j'ai une question pour philosophique et personnelle. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'architecture de l'amour. De l'amour. Ouais. De l'amour. C'est pas grave, je te comprends. T'inquiète pas. Ok. Donc, cette envie de parler de l'architecture de l'amour, ça, et dire que quand vous avez postulé au prix de jeune femme architecte, vous avez dit, moi, une femme architecte espagnole. Donc là, en ce moment, vous n'avez pas cru en vous et quelqu'un il a cru en vous. Aujourd'hui, c'est quoi les conseils que vous lui donnera à cette jeune femme architecte pour le futur, pour croire en elle? Bon, déjà, tu m'as fait penser, merci à Stéphane. Il faut remercier les gens qui nous aiment et qui nous soutiennent tout le temps. Mais en fait, c'est quelque chose de très simple. Ne pensez, je l'ai dit déjà dans les 4 heures qu'on était, et je l'ai dit simple santé que j'étais, ouais, Stéphane, un peu sérieuse. Hein. Merci beaucoup pour croire en moi. Parce que c'est très important. En fait, les gens qui pensent qu'ils font tout seuls, ils ont le droit à les penser. Je préfère penser qu'on en est quand même les fruits de beaucoup de décisions et de beaucoup de sacrifices des gens qui l'ont cru en nous et qui nous ont épaulés. Et qu'on n'arrive jamais à faire rien tout seul.
Après, c'est à nous de définir dans quelle dimension on laisse rentrer les gens ou collaborer avec les gens. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai eu à mes deux grands-mères qui étaient femmes à foyer, qui m'ont gardée quand j'étais petit, et ma mère et mon père, ils travaillaient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait des études et que je me sentis toute ma vie capable de faire tout dans la vie parce que dans ma maison, mon père, il faisait le repassage, il faisait à manger, et ma mère de même. Parce que j'ai la chance de travailler avec quelqu'un ou être mariée avec quelqu'un qui la croit en moi autant, plus que moi-même parfois. Il est très important de s'entourer des gens qui nous aiment, d'apprendre à s'aimer, pas trop, parce que s'aimer trop, c'est tout le temps de l'autre côté, c'est pas bon non plus. Mais quand je parle de l'amour, en fait, la gentillesse, c'est de l'amour. Faire bien ton métier, c'est de l'amour. Échanger avec des gens, c'est de l'amour. Le problème, c'est que on utilise très peu ces mots, et c'est très belle. Et il faut quand même les vendre à un bourguignon de 60 ans qui vient de boire son kir et bouffer son steak, je vais vous faire un projet de l'amour. Ça, je ne le dis pas à lui. Je sais le discours que je tiens sur chaque moment. Moi, je sais les messages que je veux faire passer. Après, moi, je change et je module mon message en fonction de la personne que j'ai en face, des circonstances qui m'entourent. C'est comme un projet. On sait comment on va faire des sports, comment on s'habille, comment on vient à faire une conférence, comment on s'habille. Si vous pensez que tous les jours je suis avec un veste, c'est faux. Moi, je ne suis pas tous les jours au chantier avec un veste. Mais moi, je trouve que il faut savoir. Et qu'est-ce que je l'ai dit aux femmes qui vont continuer? Mais en fait, l'architecture, c'est pas une histoire des hommes ou des femmes. L'architecture, c'est une histoire de faire bien les choses. Il faut bien faire les choses. Quand vous regardez au miroir, je suis désolée, mais tous les matins, vous ne dites pas « je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme ». Vous faites votre vie et vous essayez de faire le mieux que vous avez dedans vous. Mais c'est ça qu'il faut faire. Après, c'est vrai que les parties qui sont réelles, c'est que c'est vrai qu'actuellement, il a quand même une place à prendre pour la visibilité de l'architecture. Tout le monde, il connaît Carmen Pinos, Lina Bobardi, Zaha Hadid, mais c'est des grandes agences. Au même niveau, on peut trouver des hommes. Après, quand on arrive à une échelle intermédiaire dans l'architecture, c'est compliqué de trouver des figures de femmes. Mais ils existent. Qui cherche, il trouve. C'est tout simplement... C'est vrai que parfois, on n'a pas la visibilité. Ça, c'est sûr et certain. Mais une autre question différente. Je n'aurais pas eu le prix. Tous les projets que vous avez, vous, ils étaient déjà faits. Aujourd'hui, je suis assis parce que j'ai eu un prix. Le prix, qu'est-ce qui m'a donné? De la visibilité. Mon travail, il est mieux ou il est pire pour avoir le prix? Non, c'est le même. Je ne sais pas si ça répond bien. Oui. Merci Christina. Merci à vous.